Voilà, dernière vidéo de ce chapitre 3, donc on va reprendre la notion de titrage, mais cette fois-ci avec un suivi conductimétrique. On va voir que c'est très proche de ce qu'on a dit avec le suivi pH métrique, mais il y a quand même des petites différences, et puis surtout il va y avoir l'interprétation des résultats graphiques qu'on va obtenir, qui est une partie un peu fine à comprendre. Alors, tout ce qu'on a dit avant, les définitions sur l'équivalence d'un titrage, sur la notion de réactif titré, titrant, tout ça, ça reste valable, ça ne change pas par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo avec le suivi pH métrique. Donc je ne l'ai pas répété ici. Le suivi conductimétrique, donc déjà il va pouvoir se faire que si la réaction met en jeu des ions, puisqu'on sait que ce sont eux qui participent à la conduction électrique dans une solution. S'il n'y a aucun ion, ni parmi les réactifs, ni parmi les produits, le suivi conductimétrique ne sera pas efficace, il ne pourra pas être mis en œuvre. J'ai pris ici un exemple d'une réaction qui met en jeu deux ions, donc c'est une réaction acido-basique, hein. On reconnaît un acide, l'ion oxonium, une base, l'ion hydroxyde, qui chacun des deux se transforme en molécule d'eau. Donc c'est une réaction qui met en jeu deux ions, ce sont des réactifs qui sont des ions, et qui produisent des molécules d'eau. On aurait pu avoir les ions côté produit, peu importe. Dès l'instant où il y a des ions qui vont intervenir dans la solution, en tant que réactif ou produit, la méthode conductimétrique peut être utilisée. Il faut faire attention, il y a les ions qui participent à la réaction, mais dans notre réflexion sur comment évolue la conductivité au cours du titrage, il faudra bien prendre en compte aussi les autres ions qui sont spectateurs à la réaction, mais qui sont quand même là. Donc l'ion oxonium, par exemple, dans l'acide chlorhydrique, il est accompagné de l'ion chlorure, Cl-, on le prendra en compte dans notre réflexion tout à l'heure, et les ions hydroxydes sont eux accompagnés des ions Na+, ion sodium, dans leur solution. La mise en œuvre, elle ressemble très fortement à ce qu'on a vu pour la méthode pH métrique, donc toujours la burette graduée avec le réactif titrant à l'intérieur. Donc ici j'ai mis la solution d'hydroxyde de sodium à l'intérieur. En dessous le bécher avec le réactif titré, donc ici c'est l'acide chlorhydrique. Seule différence, on remplace le pH mètre et son électrode par un conductimètre et son électrode. On n'oublie pas l'agitateur magnétique pour que la réaction se fasse bien. Alors, avant l'équivalence, comme pour la méthode pH métrique, le réactif titrant va être en défaut, hein, c'est le réactif titré qui sera en excès. Par conséquent, si je reprends la réaction, on aura mis moins de HO- que de H3O+, dans le mélange réactionnel. Donc celui qui restera dans la solution, ce sont les ions H3O+, mais il y en aura de moins en moins. Donc, par rapport à ça, la conductivité pourrait baisser, parce que donc les ions HO- là, ils apparaissent dans l'équation, mais ils auront une quantité nulle après réaction, quand ils sont avant l'équivalence. Les ions oxonium donc, seront toujours là, mais il y en aura de moins en moins. Donc la conductivité, pour cette raison, devrait baisser. Seulement les ions HO- que l'on introduit dans la solution ne sont pas tout seuls. On les introduit avec des ions Na+. Par conséquent, du point de vue ionique, cette réaction chimique, elle revient à remplacer des ions H3O+, par des ions Na+, en termes de conductivité. Or, les ions H3O+, sont plus conducteurs que les ions Na+. Ils ont un lambda plus grand. Par conséquent, avant l'équivalence, on va avoir progressivement une baisse de la conductivité de la solution. Sigma décroît. On va le voir tout à l'heure sur la courbe. Après l'équivalence, là on a consommé tous les ions oxonium qui étaient dans la solution. On continue malgré tout à ajouter des ions hydroxydes avec en plus des ions Na+. Là on a une augmentation d'ions dans la solution et donc la conductivité va augmenter. On se retrouve donc avec une courbe qui est à cette allure-là. Tant qu'on n'a pas atteint l'équivalence, donc une décroissance de la conductivité, et puis après l'équivalence, une augmentation de la conductivité. L'équivalence sera évidemment le moment de bascule d'une conductance qui décroît d'une conductivité qui décroît à une conductivité qui augmente. On verra précisément vers la fin de la vidéo comment est-ce qu'on repère précisément ce point. Je donne un autre exemple parce que c'est pas automatique qu'on ait une décroissance et une croissance de conductivité. On peut avoir un autre profil de courbe. Donc pour comprendre ça, j'ai choisi un autre exemple, l'exemple de l'acide éthanoïque, titré par toujours l'hydroxyde de sodium. L'acide éthanoïque n'est pas un ion.
Donc au départ, la conductivité, tant qu'on n'aura pas rajouté d'ion H-, sera quasi nulle. Nulle normalement, mais il y a des petits effets annexes qui font qu'elle n'est pas tout à fait nulle. Quand on va progressivement ajouter des ions H-, les ions H- seront en défaut avant l'équivalence. Le réactif en excès, ce sera l'acide éthanoïque. Par conséquent, il n'y aura pas réellement d'ions H- dans la solution. En revanche, on aura produit des ions CH3CO-, donc augmentation de la conductivité, et puis en plus, on aura aussi rajouté des ions Na+, qui eux aussi participent à la conductivité. Donc augmentation de la concentration en CH3CO-, augmentation de la concentration en Na+, dans un premier temps, la conductivité va augmenter. Après l'équivalence, on aura consommé tous les CH3COH, il n'y en aura plus, donc tous les ions H- qu'on va introduire vont être là en plus pour participer à la conductivité. On n'aura pas de nouvelle production de CH3CO-, mais on continuera à rajouter donc des ions Na+, et des ions H-. Donc la conductivité va encore augmenter. Mais elle n'augmentera pas avec le même rythme que son taux d'augmentation avant l'équivalence, parce que les ions H- n'ont pas la même conductivité que les ions CH3CO-. Donc après l'équivalence, comme le lambda de H- est plus grand que le lambda de CH3CO-, après l'équivalence, ça augmentera encore plus vite que ce qu'on observait avant l'équivalence. On observe donc une courbe qui est croissante et encore croissante, mais avec une rupture de pente qui va là aussi marquer l'équivalence. Donc voilà, dans tous les cas, dès l'instant où des ions apparaissent dans l'équation, on peut tracer une courbe d'évolution de la conductivité en fonction du volume ajouté et avoir accès à l'équivalence. Je vous montre maintenant la méthode pour avoir un accès précis à ce volume équivalent. Donc pour avoir un volume équivalent précis, il faut tracer les droites. Par portion, cette courbe ressemble à deux droites. C'était décroissant, donc là j'ai repris le premier exemple, mais ça serait valable sur le second également. C'était décroissant de manière linéaire, et puis ensuite c'est croissant de manière linéaire. On peut donc tracer des portions de droite, la première, la deuxième, et c'est l'intersection des deux qui va marquer le volume équivalent. L'intersection des deux n'ayant d'ailleurs pas forcément lieu sur un point qu'on aura mesuré. Ça peut se situer entre deux points. C'est tout l'intérêt, donc, la méthode de tracer ces droites. Et ensuite, une fois qu'on a le volume équivalent, c'est comme pour la méthode pH métrique, on utilise la formule de l'équivalence. Alors toujours dans les exercices, pour utiliser cette formule, on la justifie en rappelant la définition de l'équivalence. À l'équivalence, on change de réactif limitant, on a donc introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques, et du coup, CAVA, donc la quantité de matière de A, sur son coefficient stoichiométrique, égale CBVB EC, la quantité de matière de réactif titrant introduit à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique. Et on peut calculer la concentration inconnue de l'espèce titrée, c'est-à-dire CA.